Oui, je rappelle qu'on est dans finalement déjà la 4e séance du groupe qui travaille sur la question des langues. Ce groupe a été constitué à l'initiative d'Alain Grand-Guillot. Et avant d'ouvrir la séance avec Hélène Ernoul, je vais demander à Alain Grand-Guillot, qui je crois a quelques petits points d'actualité à faire sur cette question-là. Oui, bonjour à tous. Je vais vous faire des petits points d'actualité qui peuvent être intéressants pour le débat que nous aurons au cours des 3 prochains mois. D'abord, il y a eu des actualités juridiques. Il y a eu la rédaction d'un code d'ALOS des langues là, depuis le mois de mai. Monsieur Vitré et Monsieur Audic m'ont dit qu'il y aura des exemplaires disponibles dans la salle de documentation. Il y a eu aussi, en allant sur le site de l'Assemblée nationale, il y a eu un colloque sur l'avenir des langues régionales, dont le thème était les outils juridiques. Ça a été fait sous l'égide donc du président de l'Assemblée nationale avec 3 députés, Capdevielle, Molac et Urvoas, qui est président de la commission des lois. Au niveau du Conseil de l'Europe, il y a eu 2 éditions de plaquettes concernant éducation, culture et mondialisation, dont une plaquette consacrée à l'apprentissage des langues pour l'Europe. Il y a eu aussi plusieurs événements qui peuvent nous intéresser, puisqu'on parle de l'apprentissage des langues. C'était le rapport entre la didactique des langues et les nouveaux outils informatiques, ordinateurs, etc. Il y a une évolution, il y a des prises de position, plutôt comme des outils d'aide pour les enseignants. Je vais vous donner maintenant des informations un peu sur l'actualité de l'enseignement des langues sur notre région et sur Nantes. Il y a eu l'ouverture du lycée, pas du lycée international, mais du lycée de l'île de Nantes derrière le conservatoire de musique, avec une grosse section lycée international, où on enseigne plusieurs langues, dont des langues rares. Et dans le lycée international, c'est du renforcement horaire de langues anglais, allemand, chinois, mais avec aussi l'option de pouvoir avoir une langue vivante numéro 3, c'est-à-dire on va jusqu'au bac avec l'apprentissage de 3 langues. Je peux vous donner aussi ce qui est sorti, je crois, hier, ou enfin je l'ai eu hier, c'est la filière Diwan, donc dont nous allons recevoir le responsable de l'office le mois prochain. Ses effectifs ont augmenté de 3,24%, donc ce qui fait pour la période 2009-2013, il y a eu une augmentation de 4% des élèves. Et cela implique la nécessité d'ouvrir un 2e lycée au niveau de la Bretagne historique. On ne sait pas où va être la 2e implantation. Et puis il y a eu un événement un peu qui peut nous intéresser, puisque hier, au mois de juin, nous avons eu une approche de l'apprentissage des langues avec des personnes qui ont travaillé particulièrement sur les territoires d'outre-mer. Il y a eu récemment, il y a un mouvement sur les îles du Pacifique qui s'appelle Kiaora, K-I-A-O-R-A, qui vient de constater que malgré les ouvertures d'apprentissage précoce des langues, ils ont une réduction des usagers des langues, c'est-à-dire de tenir une conversation. Ça regroupe à la fois les territoires français, la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, et plus les différentes républiques indépendantes sur les îles du Pacifique. Voilà. J'ai fait le tour des actualités, donc il y en aura sans doute aussi riche le mois prochain. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose, très rapide. Il faudra aller sur le site parce que Madame Feuillet ne pourra pas assurer son intervention. Donc Monsieur Vitré est en train de voir si on ne pourrait pas faire une autre réunion délocalisée au niveau du lycée international. Donc ça sera pour le mois de novembre, c'est pas sûr que ça soit la date qui a été arrêtée. Donc ne pas hésiter à aller sur le site pour vérifier une nouvelle date ou l'annulation d'une session au mois de novembre. Merci.
Merci Alain. Donc on va rentrer dans notre séance de ce soir. Je le disais, c'est déjà la 4e séance de ce groupe consacrée à la question des besoins linguistiques dans la métropole. Et je voudrais remercier particulièrement Alain Zivy, qui est président de l'association Emuli, et Hélène Ernoul, qui est le responsable, ou qui est la responsable de l'association, et qui va nous expliquer au cours de cette séance ce qu'est cette école multilingue innovante, ce qu'elle fait déjà, puisque elle est en plein développement, et comment elle pourrait continuer à se développer. Et finalement, parler d'école, c'est un bon sujet d'actualité. Donc je voudrais les remercier d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais en profiter pour saluer la présence de Ghislaine Rodriguez, qui est conseillère municipale de la ville de Nantes et qui s'occupe en particulier de la petite enfance. Donc je pense qu'elle sera intéressée par la présentation qui va être faite. Cette séance complète assez bien notre précédente rencontre. Nous avions reçu 2 universitaires, qui étaient Agnès Florin et Hélène Nocus, 2 chercheurs de l'Université de Nantes, qui ont fait le point pour nous sur la question du plurilinguisme précoce et sur les avantages que peuvent en tirer les enfants. Et donc aujourd'hui, on va en fait découvrir en quelque sorte un cas pratique, une mise en situation d'apprentissage des langues pour les petits à travers les activités de l'association Emuli. Cette présentation est au cœur de notre sujet, celui en fait d'un territoire pour lequel le multilinguisme est une condition de développement, lequel multilinguisme est déjà présent au travers de la diversité des populations qu'il y a sur évidemment la métropole. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Alain Grand-Guillot en particulier. On a d'autres séances de programmées qui sont sur l'agenda qui est en ligne sur le site du Conseil. Effectivement, on a une séance qui est remise en cause puisque la personne qui devait intervenir n'est plus disponible. Et donc, effectivement, l'idée qu'on a, c'est peut-être de remplacer cette séance par une autre séance au sein du nouveau lycée dit international qui a été mis en service et inauguré la semaine dernière. Je crois que c'est un superbe bâtiment. Déjà, rien que la visite du lycée, ça sera intéressant. Si en plus on a une séance productive, on continuera à avancer dans notre réflexion sur cette question du plurilinguisme. Je voudrais simplement dire que personnellement, je suis très heureux qu'Hélène Ernoul puisse venir faire cette présentation, puisque je suis membre fondateur avec Alain Zivy et quelques autres personnes, notamment madame qui est australienne, de cette association Emuli, et on est très heureux de voir qu'elle se développe finalement assez rapidement, avec beaucoup de travail d'Hélène. Je vous passe la parole à tous les deux. D'accord. Moi je serai... Bon, d'abord, merci de nous accueillir. Je serai très bref parce que l'essentiel, c'est ce que va nous dire Hélène, évidemment. Donc, Emuli, c'est une association qui regroupe, au fond, tous ceux qui croient, enfin, qui ont constaté que l'enseignement des langues et la pratique des langues par nous tous, en règle générale, est quand même... pas ce qu'on fait de mieux en France, et qui souhaitent finalement que ça progresse. Alors, on est assez différents, enfin, on vient d'univers assez différents. Bon, moi, je suis retraité, mais je viens d'entreprise. Hélène, elle n'est pas la seule, donc des membres de cette association sont des enseignants. Il y a aussi des parents d'élèves, hein, et donc de plus en plus, on a été même assez surpris. Et donc c'est une association qu'on a créée, donc Emuli veut dire école multilingue innovante, ça veut dire à la fois les langues, mais aussi des pédagogies différentes. Donc elle a été créée en 2011. Mais sans Hélène Ernoul, cette association n'existerait pas. Parce qu'elle est très modeste, mais il faut quand même en parler. Ça fait, j'ose pas dire combien de temps, qu'elle a ce projet en tête, parce que mieux qu'une autre, professeure d'anglais, elle et puis qui a pas mal bourlingué dans d'autres pays, elle a pu constater que la plupart des pays, et c'est pas le cas d'une autre, avaient pratiqué plusieurs langues de manière officielle, et que on ne savait pas utiliser une chance
qui est quasiment génétique, que le cerveau humain, jusqu'à l'âge de 7 ans, est capable d'apprendre en même temps différentes langues. Et il peut les oublier aussi vite, donc après ça pose le problème de la pratique, mais en tout cas, c'est assez spectaculaire. Donc je laisse, parce que j'ai plus rien à dire, maintenant c'est Hélène, je lui laisse la parole et vous allez voir effectivement où nous en sommes à Mully. Tu aurais pu le dire en anglais, Alain? Non, parce que si tu veux, je fais partie de cette génération où on a appris l'anglais un peu comme le latin. Donc, si vous allez sur le site internet de Émuli, vous verrez cette image, le plurilinguisme comme un jeu d'enfant, parce que notre parcours nous a amené à concevoir l'apprentissage des langues, et pas que de l'anglais, des langues, beaucoup à travers le jeu, les chants, et en commençant très très tôt, donc dès l'âge de la crèche. Voilà. Alors, pour faire un petit rappel de ce qui a été dit dans les séances précédentes, qui a mis en évidence un accroissement du nombre d'immigrés et donc de la diversité culturelle, que ce soit sur la France, mais aussi sur la région. Et je suis bien placée pour en parler, puisque j'enseigne dans le collège Salvador Allende à Rezé, où on a une quinzaine de nationalités représentées. Donc cette diversité culturelle n'est pas forcément bien prise en compte dans la manière d'enseigner après dans les écoles. J'y vais avec prudence, parce que par contre mon chef d'établissement, lui, a plutôt tendance à valoriser cette diversité culturelle, mais c'est pas le cas partout. Une diversité culturelle pour des raisons variées. Donc il y a des mobilités professionnelles, notamment par exemple on a des grandes entreprises, que ce soit STX ou Airbus, qui emploient des salariés de pays variés, et donc certains salariés ont des familles aussi qui les suivent et qui aimeraient que leurs enfants soient scolarisés ou trouvent des sculptures plurilingues pour pouvoir entretenir ce plurilinguisme pour des raisons politiques, économiques ou familiales. Laurent nous a mis en évidence que cette population était plutôt jeune, donc avec des enfants à scolariser, et plutôt active, donc des gens qui travaillent et qui donc deviennent de plus en plus exigeants par rapport à l'école, et qui aimeraient que cette diversité culturelle soit mieux prise en compte, en tout cas qui souffrent pour certains, du fait que leur enfant ne continue pas à parler leur langue d'origine. Donc, en France, les choses vont quand même dans le bon sens. Il faut arrêter de voir toujours tout en noir. Donc, chez eux, les enfants plurilingues, les enfants d'origine plurilingue évoluent dans un environnement plurilingue, mais c'est souvent déséquilibré, parce que ça reste des conversations très basiques sur la vie quotidienne, et peut-être, à part les gens qui sont au courant de comment se passe l'apprentissage des langues, mais sinon, ça reste, ça manque de jeux, d'histoires pour enrichir le vocabulaire, si bien que quand les enfants grandissent et que nous, on les reçoit au collège, par exemple, ils ont du mal à passer d'un système linguistique à un autre, et c'est dommage. La tendance générale va vers un début d'initiation en langue de plus en plus jeune, puisque nos gouvernements successifs nous demandent aux écoles d'apprendre les langues dès le CE1, CE2 maintenant, voire même certaines écoles CP. Mais en tant que prof de langue, souvent on entend ça. L'idée que les Français ne sont pas bons en langue est très persistante, et c'est vrai qu'on reconnaît que dans la vie pratique, pour avoir une conversation de la vie de tous les jours, on n'arrive pas trop bien à se débrouiller. On est très calé sur tout ce qui est écrit, mais par contre à l'oral, on a plus de mal. Et quand on constate comment ça se passe dans les pays plurilingues, les enfants apprennent pas la langue en commençant par l'écrit et la grammaire, mais ils commencent tout petit, simplement dans des situations de communication naturelle. Et donc c'est l'oral qui doit primer avant tout. La diversité linguistique et culturelle est peu prise en compte dans le système éducatif à l'heure actuelle. Il y a quand même des écoles comme Diwan et tout ça qui sont précurseurs, qui ont tout compris.
Bon, alors faut-il remettre en cause les méthodes d'apprentissage? C'est un grand débat qui dure depuis des années. Ça va plutôt dans le bon sens. Nos manuels à nous dans le collège, tout ça s'orientent vraiment vers un anglais ou des langues de façon très pratique. Mais le problème, c'est que le développement se limite souvent au secondaire, alors que ça devrait commencer dès l'âge de la crèche ou 3 ans, pour les enfants scolarisés. Donc, nous avons aussi écouté plusieurs chercheurs, Madame Locus, Madame Florin, mais avant elle, il y avait Jean Petit, Monsieur Dalgalian, Ludi et d'autres qui ont mis en évidence le fait que les pays monolingues, comme le nôtre, sont de plus en plus minoritaires, que le plurilinguisme, c'est pas seulement une langue maternelle plus l'anglais, c'est pas l'hégémonie de l'anglais qui prime, c'est le fait de pouvoir passer d'un système à l'autre qui est important. Après, que ce soit l'anglais ou une autre langue, ça n'a pas tant d'importance que ça. Donc, il n'y a pas de langue mieux que d'autres. Et mettre en avant aussi le lien étroit qu'il y a entre le fait de savoir parler une langue et la culture qui va avec, l'identité qui va avec, et la réussite sociale et scolaire qui peut aller avec. Je parle notamment d'élèves que moi je rencontre en cours en collège, qui ont presque honte de dire qu'ils savent parler arabe ou russe ou portugais ou autre, parce qu'on leur a toujours dit, quand tu es à l'école en France, tu parles français. Voilà. Et donc, c'est dommage et en tout cas, ils n'ont jamais considéré comme une compétence le fait de savoir parler autre chose que le français. Et c'est dommage, parce que ça fait partie de leur identité, et le fait d'essayer de gommer une partie de leur identité peut provoquer des blocages en termes d'apprentissage scolaire, parce que on n'efface pas l'identité de quelqu'un comme ça en disant maintenant tu es à l'école, tu oublies qui tu es, et tu es quelqu'un d'autre. Donc en termes de psycholinguistique, c'est important, et ça peut provoquer des problèmes ensuite de réussite ou d'échec scolaire. Et donc si on est mieux pris en compte en tant que personne dans l'école, on aura plus envie de réussir. Ça, c'est des grandes théories, mais il y a quand même eu des changements de comportement dans nos classes au collège, parce que justement il y a eu tout un mouvement de prise en compte de ces différentes ces différentes origines, et les enfants qui avaient tendance à être chahuteurs ont changé de comportement en mieux, et donc forcément ils sont plus attentifs, et donc forcément ils ont tendance à mieux réussir après. Et puis donc, comme disait Alain Zivi tout à l'heure, la neurolinguistique s'est beaucoup développée ces derniers temps, et a pu étudier de plus près comment fonctionnait le cerveau d'un enfant, notamment en termes d'apprentissage du langage en général. Et les langues font partie de cette fonction centrale qu'est le langage. Et ça nous montre, comme ce diagramme de Cummins qui date de 81 mais qui est toujours d'actualité, qui compare notre cerveau à un iceberg. Donc ce qu'on voit dans l'apprentissage des langues, c'est la plus petite partie qui est la surface immergée, c'est-à-dire le fait que pour dire chaise, on dira de différentes manières. Donc les étiquettes qu'on met sur les objets ou les syntaxes ou les choses comme ça sont finalement des formes apparentes qui nous semblent complexes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on apprend les langues, quand on est tout petit, en fait, ce qu'on apprend en premier, c'est la fonction du langage. Donc apprendre à comprendre qu'on peut, qu'il y a des formules de politesse, par exemple, pour dire bonjour ou pour dire merci. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants, mais c'est carrément dur de leur faire comprendre qu'il faut dire merci quand on leur donne quelque chose. Bon, ben, une fois qu'ils ont compris ça, le fait qu'on dise thank you, dankeschön, merci ou gracias, ça n'a aucune importance. Ils ont compris le concept social de dire merci. Pareil, une fois qu'ils ont compris que chaque chose a un nom, une fois qu'ils ont compris ce concept-là, le fait que ça change légèrement de prononciation et d'écriture, on verra ça après, mais de prononciation, finalement, c'est qu'une toute petite partie par rapport à l'énorme étape que ça implique de comprendre que chaque chose a un nom, ou de comprendre qu'on peut refuser quelque chose, qu'on peut dire non. Il y a toute une période où ils disent non tout le temps, parce qu'ils viennent de découvrir que c'est possible, ils peuvent interagir avec leur environnement
et ils ne sont pas obligés de tout accepter. Ça, psychologiquement, c'est énorme à comprendre. Finalement, qu'on dise non, nein ou non, ou quelle que soit la langue, c'est tout petit comme étape. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte dans comment c'est possible qu'un enfant tout petit, même bébé, est capable d'assimiler différentes langues. Donc, ça va dans le bon sens, je disais tout à l'heure, parce que les méthodes évoluent, les sections européennes et internationales progressent. La notion de DNL discipline non linguistique, c'est-à-dire qu'on enseigne une matière scientifique ou historique en langue, tout cela se développe énormément, mais ça reste très élitiste. Dans ces classes-là, on retrouve toujours des gens de classe sociale plutôt favorisés. Alors que ça devrait être normalement ouvert à tous. Les directives du gouvernement pour commencer à apprendre les langues de plus en plus tôt vont dans le bon sens, même si, à mon goût, je pense qu'il faudrait commencer vraiment dès le départ. Il ne faut pas avoir peur de ce plurilinguisme précoce. Et les freins aux apprentissages, ça peut être pour les enseignants en élémentaire, le manque d'aisance de beaucoup d'enseignants. Donc, quand j'ai pris contact avec un inspecteur, c'est qu'il m'a dit, mais les ressources humaines, comment on va faire si vous voulez qu'on fasse? Et alors, effectivement, donc c'est une mentalité, une formation à donner aux enseignants et une communication à faire auprès des enseignants, comme quoi ne pas négliger les langues dans leur module de préparation à leur métier d'enseignant. Les conséquences, ça fait que en fonction des écoles, on n'a pas toujours la même qualité. Quand on les reçoit en 6e, après les enfants, on sent très bien les enfants qui ont eu la chance d'avoir des enseignants à l'aise et d'autres pas. Et puis finalement, comme ça reste un sujet d'étude et pas un outil de communication, il y a finalement relativement peu de temps consacré dans l'emploi du temps à l'apprentissage des langues. Je dis relativement peu de temps, même si ça commence à s'améliorer. Et donc, on étudie les langues souvent encore comme on va étudier les animaux aujourd'hui. Alors on apprend la liste des noms des animaux. Très bien. Et dans la vie de tous les jours, ça va servir à quoi ça? Donc c'est bien parce que ça commence à faire une introduction à la prononciation, au fait que d'autres langues existent, etc. Mais c'est pas la langue comme outil de communication, c'est-à-dire demander l'autorisation pour faire quelque chose, demander tiens est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, et puis encourager l'enfant en disant oui c'est très bien, tout ça dans la langue. Donc la langue en tant que communication, c'est pas encore ça. Et conséquence, apprendre les langues, tout le monde a l'impression, à cette représentation qu'apprendre une langue, c'est difficile. Alors que quand un petit apprend à parler, à 1 an, 2 ans, 3 ans, bon c'est sûr c'est pas simple, mais il le fait de façon naturelle et on s'étonne pas que il ne parle pas tout de suite. Enfin, quand un petit commence à parler, ça reste très limité, ça reste des mots par-ci par-là qui évoluent en phrases. Plus ils grandissent, plus ça évolue. Mais ça n'est possible que s'ils ont dans des environnements de langues différentes. Donc pour que le plurilinguisme puisse devenir une réalité, que ça puisse faire partie de nos identités, puisque nos sociétés évoluent et sont de plus en plus culturellement variées. Jean Petit, Dalgalian et tous ces chercheurs préconise de commencer le plus tôt possible. Donc, si ce sont des enfants qui sont de familles, par exemple, d'origine différente, encourager les parents à leur lire des histoires dans leur langue maternelle, à jouer avec eux dans leur langue maternelle, et non pas entendre des parents qui sont d'origine différente puis qui disent mais non, mais on est en France. Donc d'abord on apprend le français et après on verra. C'est vraiment dommage d'avoir ces représentations-là de la façon d'apprendre les langues. Quant aux enfants francophones à 100%, le fait d'apprendre les langues le plus tôt possible, que ce soit à la crèche ou à l'école des 3 ans, ça peut permettre de les sensibiliser à l'ouverture, à l'acceptation de la différence et donc à une meilleure tolérance et aussi à une éducation de la discrimination auditive, de tout ce qui est cordes vocales et muscles de la bouche dans la prononciation des différentes langues, comme on disait tout à l'heure, jusqu'il y a un âge à peu près 6, 7, 8 ans, où tout ça est en construction
et dans le cerveau et dans le corps, et donc est très malléable. Et plus un enfant est exposé à des langues variées, plus il aura j'ai les mots anglais qui me viennent maintenant, il aura un éventail de possibilités de compréhension, d'expression, des sons même auxquels on n'est pas habitué, plus l'éventail sera grand. Donc l'idéal serait de plonger les enfants au minimum 10 heures par semaine dans une langue. Et puis, il faut aussi s'adapter aux représentations de la société où on vit. Donc, ne pas tout proposer en disant c'est comme ça doit être 10 heures par semaine, telle langue, telle langue, telle langue. Non, il faut y aller par étapes pour pas brusquer les gens, surtout quand on est dans une société monolingue, et leur montrer que c'est possible et évoluer en douceur. Et puis, essayer de s'approcher le plus possible de l'apprentissage naturel des langues, c'est-à-dire comme un petit enfant apprend une langue. C'est parce qu'il a envie de prendre quelque chose qui est sur la table, qu'il montre, et que le parent va lui dire « Ah, tu veux ça sur la table ? Eh bien, tiens, je te le donne. » Et voilà, c'est comme ça que l'enfant apprend à parler petit à petit. Et nous, dans nos activités, c'est comme ça qu'on procède aussi. L'enfant veut colorier, il a besoin de crayon, et donc il doit le demander dans la langue. Il veut aller aux toilettes, pareil. Il est en train de faire quelque chose, et puis il n'est pas très sûr de lui. Donc nous, on l'encourage en disant « Mais c'est très bien ce que tu fais, mais tout ça dans la langue d'immersion. » Et c'est comme ça que l'enfant, petit à petit, apprend de façon naturelle la langue. Et important aussi, développer l'implication des parents ou des animateurs non francophones dans le processus d'apprentissage des langues. Donc, on ne peut pas tout attendre de l'école, parce que on attend déjà énormément de l'école en termes éducatifs, et donc le travail collaboratif entre les parents ou des locuteurs non francophones, en même temps que les enseignants, sur les temps scolaires, mais aussi sur les temps autres que scolaires, finalement est primordial dans la réussite d'une évolution d'une société vers une société plurilingue. Alors, Émilie, dans tout ça, moi-même, je suis une maman qui a adopté 2 enfants venant de Colombie, hispanophones donc, des enfants de 3 et 5 ans qui parlaient couramment l'espagnol quand on les a adoptés. Je parle un peu espagnol, mais pas suffisamment pour leur faire face quand on est ici en France. Et instinct de survie de tous les enfants adoptés, quand ils sont dans un environnement, ils veulent devenir exactement comme les enfants de cet environnement-là. Donc quand ils ont commencé à aller à l'école, eh bien ils ont voulu être comme les enfants français, c'est-à-dire ne parler que le français. Or, donc, plus question, alors j'avais acheté des livres, Caracola, c'est pomme d'api en anglais, des trucs comme ça. Ben non, à un moment donné, elles m'ont dit, non, maman, on veut plus espagnol, on veut plus, on veut être comme les autres. Voilà, donc ça m'a posé problème, parce que en tant qu'enseignante de langue, ben je savais que c'était important d'entretenir, mais en même temps, psychologiquement, j'avais du mal à faire mieux que ce que je faisais, et il n'y avait pas d'école, ou de structure, pas forcément que les écoles, mais de structure plurilingue. Ça, c'était une première chose. Et puis les enfants, ils oublient assez vite. Alors on dit que c'est jamais totalement oublié, que s'ils reviennent en immersion après, ça revient, mais c'est pas si évident que ça. Deuxième chose, donc mon collège où j'enseigne, Salvador Allende à Rosé, donc une quinzaine de nationalités comme j'ai dit, et ça m'a choqué de voir que les enfants avaient honte du fait de parler l'arabe ou le turc ou le roumain, alors qu'ils auraient dû prendre ça comme une compétence, comme quelque chose qui pouvait les aider à aller plus loin. Voilà. Et en plus, en tant qu'enseignante de langue, entendre sans arrêt les rapports qui disent les Français sont nuls en langue, eh ben c'est un peu vexant. Donc tout ça ensemble, ça fait que je me suis dit je voudrais essayer de faire quelque chose. Donc j'ai suivi 2 ans à l'université pour faire un master 2 en didactique des langues qui m'a permis de théoriser toutes mes intuitions, d'avoir des supports bibliographiques et autres. Et puis voilà, j'ai pondu un projet que j'ai proposé à l'Inzivi, parce qu'on avait travaillé ensemble au collège
pour autre chose. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est faisable? Et il a passé 2-3 coups de fil et tout ça. Puis finalement, il y a pas mal de gens qui ont accroché. Et c'est comme ça donc qu'on s'est retrouvé à une dizaine de personnes, dont Alain Zivy et Philippe Audic, a créé l'association en juillet 2011. Alors au départ, on s'était dit, très ambitieux, on va faire une école, mais il faut qu'elle soit accessible à tous, hein, financièrement. Donc il faut que ce soit un partenariat avec l'éducation nationale, et puis on sera une sorte d'école pilote, et puis comme ça on fera nos preuves, et après ce sera plus facile d'intégrer ça dans l'éducation nationale. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Et l'éducation nationale, alors j'ai rencontré, nous avons démarché énormément de gens différents, des élus, des représentants à différents niveaux, hein, de la mairie, du conseil général et autres. Tous trouvaient le projet passionnant, même des financiers potentiels, des fondations d'entreprises et autres, pareil, passionnant, mais il faut que ce soit avec l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, j'avais pris un rendez-vous en commençant par le haut, et ils m'ont dit, ah ben non, il faut faire avec la voie hiérarchique. Donc, j'ai fait avec la voie hiérarchique. Un inspecteur était tenté par l'expérience, mais voilà, la réforme des 4 jours et demi est arrivée. Il a eu un peu peur en se disant, là, cette réforme elle va être compliquée. Donc, pour l'instant, on met votre projet à plus tard. Mais nous, du coup, ça nous a profité quand même. On s'est dit, on va pas en rester là. Et en attendant d'avoir le temps scolaire, eh bien, on va travailler sur le temps périscolaire et extrascolaire pour prouver que nos manières de faire, par le jeu, par l'immersion, peut porter ses fruits. Donc, nous avons voulu créer un dispositif accessible à tous, comme je vous l'ai expliqué. Et là, maintenant, nous avons commencé sur le terrain dans une crèche, grâce à un partenariat avec Airbus. Donc Airbus a des salariés venant d'horizons européens, voire internationaux différents. Et souvent, il y avait certains salariés qui venaient d'ailleurs, qui se plaignaient qu'il n'y ait pas de structure pour accueillir les enfants, de structure plurilingue. Donc voilà. Grâce à Alain, qui connaissait du monde à Airbus, nous avons pu être introduits, et donc nous avons une salariée maintenant qui intervient dans une crèche à Trignac, et je vous en reparlerai tout à l'heure, qui fonctionne bien. Et ensuite, avec la semaine des 4 jours et demi, donc nous avons investi le temps périscolaire dans une école en 2013-2014 et dans beaucoup plus d'écoles en 2014-2015. Donc en crèche, alors c'est pareil, c'est beaucoup de bouche à oreille, et c'est en connaissant les personnes, parce que c'est pas parce qu'on parle anglais que on est capable d'animer un groupe d'enfants. Donc cette personne-là qui était extra avec les enfants, qui avait beaucoup d'expérience par ailleurs, est maintenant intégrée à l'équipe de professionnels de la crèche de Trignac et ne parle que anglais. Elle ne fait pas d'ateliers, ce ne sont pas des cours, c'est bien un apprentissage naturel. Donc elle est parmi les enfants avec les autres professionnels, et puis quand ils jouent dehors, elle joue dehors avec eux. Quand ils jouent dedans à la pâte à modeler, aux petites voitures, ou bien lire une histoire ou autre, ou chanter des petites chansons, tout se fait en anglais avec elle, de même que les autres professionnels font leurs activités en français. Et donc au départ, certains parents étaient réticents. Comment mon enfant va-t-il apprendre une langue alors qu'il ne sait pas encore parler français? Eh bien si, là, maintenant, au bout d'un an de fonctionnement, ils se rendent compte de l'intérêt de l'expérience, du fait que c'est plus un rapport à la personne qu'à la langue qui prime. Donc l'enfant a adopté, s'appelle Janine, c'est un cas. Les enfants ont adopté Janine, et c'est ça qui compte. C'est pas le fait qu'elle parle anglais. Et donc, maintenant, ils savent qu'on peut dire bonjour de différentes manières, en français, en anglais. Il y a les petites comptines qui rentrent. Elle leur lit des histoires et des choses comme ça. Puis quand elle leur parle, vu que c'est en fonction de la situation, des gestes qu'elle fait, du ton de la voix, eh bien, il n'y a pas de problème de compréhension. Et c'est comme ça que petit à petit, ils assimilent et à l'oreille et en termes de sens, la langue anglaise. Donc, voilà. Un enjeu donc être apprivoisé par les enfants et les professionnels de la crèche, parce que proposer quelqu'un, un intervenant comme ça va pas de soi.
pour les enfants, oui, mais aussi pour les autres adultes qui travaillent dans la structure. Donc, c'est aussi un enjeu de se faire adopter par l'équipe de professionnels. Et c'est aussi important que de se faire adopter par les enfants. Parce que s'il y a la moindre tension entre les langues et les personnes qui représentent ces langues, alors les enfants le perçoivent. Et alors, ça peut être plus négatif qu'autre chose. Moyennant quoi, les parents, au bout d'un an, sont conquis. Ils remercient Janine pour tout ce qu'elle fait, mais aussi le personnel, le DRH d'Airbus qui a permis la mise en place de cette structure. Les enfants sont ravis et puis ils aiment beaucoup Janine et ils sont très contents quand elle est là. Et même les professionnels qui étaient très réticents par rapport à l'anglais parce que pareil, même représentation. Ah ben non, comme moi j'étais à l'école, j'étais nulle en anglais. Souvent, on me dit ça. Et puis finalement, elles se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça. Il faut enlever certaines barrières, ça c'est le plus dur. Mais même elles se mettent à chanter en anglais des petites comptines ou à dire bonjour ou au revoir en anglais. Les activités de périscolaire, ça c'est dans les écoles. Alors, à Rezé, il y a eu un souci d'organisation puisque les écoles privées ont décidé de ne pas passer à la semaine de 4 jours et donc se retrouver embêtées parce qu'il n'y avait pas non plus de centre de loisirs le mercredi matin. Donc il fallait trouver une solution. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé en proposant à l'école d'être le centre de loisirs mais en anglais. Donc on fait tout comme dans un centre de loisirs mais en anglais, et donc on est déclaré à la jeunesse et sport, on est en train de négocier avec la CAF, et donc soit le soir on avait 1 heure après l'école, soit la matinée complète le mercredi matin, avec beaucoup de ritualisation. On commence par dire bonjour en chantant, puis des petits jeux pour se mettre dans l'anglais, puis une histoire ou un petit film sur un thème particulier qui permet d'apprendre des mots différents, et puis après des activités manuelles ou sportives ou autres en rapport avec ce qu'on avait vu dans l'histoire, et beaucoup de chansons. C'est donc très ludique avec des supports variés. Il n'est pas question d'évaluation comme à l'école. C'est ce qui fait la différence avec l'école, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation. L'enfant apprend de façon le plus naturelle possible, et donc quand un petit apprend à parler, on va pas lui mettre une interro. Bon, alors tu as 2 ans et demi, alors on va voir combien de mots tu sais dire. Non, et puis ça se passe pas comme ça. Et là, on adopte le même principe. Voilà, on aborde des thèmes différents en fonction de l'année. Ça peut être les saisons, ça peut être Noël, ça peut être différents moments de l'année comme ça, ou la nourriture, c'est un thème qu'ils aiment beaucoup. Et autour de ça, on apprend à parler, à dire des tas de choses. Donc là, vous avez un petit exemple. Donc, comme je disais... Non. Donc elle parle tout le temps anglais, jamais un mot de français. Et les enfants, de façon assez intuitive, comprennent tout ce qu'elle dit. Enfin, pas tout, parce qu'il y a bien des fois, mais je comprends rien ce que tu dis. Mais intuitivement, ça vient. Des jeux en groupe, des activités manuelles, comme dans les centres de loisirs. Et le partage du goûter, c'est primordial. Ça, ils ont compris tout de suite comment demander le goûter. Parce que la nourriture, je vous ai dit, c'est un thème important. Donc elle leur dit comment dire, ils comprennent que c'est comme ça qu'il faut dire, et s'ils veulent leur goûter, il faut qu'ils le disent. Là, en l'occurrence, en anglais.
Voilà, des jeux dedans, dehors, des histoires, beaucoup d'histoires, et beaucoup d'activités manuelles où les enfants s'amusent. C'est ça l'important, c'est qu'ils soient détendus. Et il y avait même une petite, au départ, elle avait une réaction de recul, parce qu'elle ne comprenait pas ce que je disais, forcément. Elle avait 4 ans. Et puis au bout de la matinée, elle m'a dit, finalement, t'es sympa, toi. Donc, c'est plus ça, c'est plus le côté affectif qui joue quand ils sont tout petits que la difficulté. Au départ, il y a un moment de recul par rapport à la langue, mais finalement, c'est assez vite oublié. Et les activités extrascolaires, donc en plus du temps périscolaire, pendant les vacances, on organise des accueils de loisirs de 9h à 17h. Donc centre de loisirs, on est déclaré à la jeunesse et les sports. À ce titre, on a nos animateurs, la moitié au moins qui sont qualifiés, donc qui ont le BAFA. Ce sont bien des animateurs et pas des enseignants. Donc on ne fait pas de grammaire, de cours et de choses comme ça. C'est que par le jeu, l'animation, etc. Et puis on choisit, c'est pas un stage d'anglais, c'est un stage de théâtre en anglais. Donc on fait du théâtre en anglais, ou bien un stage de musique en anglais. Donc on fait une initiation, un éveil à la musique, parce qu'on n'est pas non plus. Ça dépend en fait des qualifications des animateurs. Et souvent on demande une double ou voire une triple compétence pour qu'ils puissent d'une part parler dans la langue, mais surtout animer des ateliers musicaux, théâtraux, sportifs et autres pour les enfants de différents âges. Donc voilà, les ateliers sont souvent accompagnés de jeux, c'est en immersion linguistique. Donc après un premier jour d'adaptation, les enfants prennent certains réflexes très vite. Ils ont très vite compris comment on dit « est-ce que je peux ?» Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux? Parce que finalement, on se rend compte que ça passe souvent par là. On demande l'autorisation de faire. Et puis, très vite, ils comprennent aussi nos instructions. Et là, j'ai eu des parents qui m'ont vu. Alors, il y a eu un stage cet été. Et je retrouve l'enfant en périscolaire là. Et les parents me disent, mais c'est incroyable, il y a une sorte de déclic. Alors, il n'est pas bilingue du tout, l'enfant. Il a fait que 5 jours en immersion. Mais n'empêche que ça a provoqué une sorte de déclic qui fait que il va au périscolaire anglais avec plaisir et il n'éprouve plus du tout les mêmes difficultés à suivre ce que dit l'animateur. Donc j'ai plein de témoignages comme ça en faveur du dispositif. Donc, comme je disais tout à l'heure, les chants, les rythmes ritualisés de la journée, c'est-à-dire que l'enfant se repère bien dans la journée. Déjà, les rituels sont importants en maternelle et en crèche, mais alors là, encore plus. Et on a toujours un moment de relaxation dans la journée parce que même si ils apprennent plus facilement que nous, ils sont fatigables. Donc, voilà, on prévoit toujours des moments de relaxation en milieu de journée. Et puis, des jeux très sportifs pour les défouler. Et puis, des ateliers plus calmes pour plus se concentrer sur la langue. Voilà. Donc là, vous allez avoir quelques photos de ce qui s'est passé l'été dernier. C'était théâtre en anglais. Donc pendant toute la semaine, le matin, on faisait des ateliers théâtre. Et l'après-midi, des jeux type Olympiade, chasse au trésor et autres. Et à la fin de la semaine, on a fait une petite représentation aux parents. Et les activités, ça fait partie aussi du nettoyage de la salle, la préparation de la scène, etc. Là, c'était des ados, on fait beaucoup de jeux, des ados qui faisaient un atelier radio, du travail manuel toujours, des jeux de cartes. Là, c'était un atelier musique, c'était au printemps. La relaxation en question. Et la petite représentation qui a eu lieu en 5 jours, donc c'est des enfants qui ne parlaient pas du tout l'anglais au départ. It's Wednesday. Wash your teeth.
Je ne sais pas si vous remarquez l'accent, qu'ils attrapent très vite. No, it's Thursday, wash your hair. No, it's Friday, eat breakfast. Well, Mary? It's so sleepy. Get up, Mary! It's time for food. Get dressed. Get dressed. Brush your teeth. Wash your hair. Eat breakfast. What day is it today? It's Monday. No, it's Tuesday. No, it's Wednesday. No, it's Thursday. No, it's Friday. No, it's Saturday. There's no school today. It's Saturday. There's no school. Let's go shopping. Voilà. Donc, c'est une petite démo. Je ne sais pas si mais vous avez remarqué, mais Hélène, elle dit les paroles en même temps en regardant je l'écran. vis le truc à fond. Donc voilà, ça c'était le côté pédagogique. Le développement de l'association ne va pas sans la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, des animateurs à double ou triple compétences, animation et plurilinguisme. Et puis des animateurs qui doivent être qualifiés, donc le BAFA au minimum, ou quand c'est comme moi, des enseignants. La diversité des pays d'origine des animateurs, puisque nous, on est... Alors pour l'instant, on a commencé par l'anglais parce que c'est la représentation que les gens se font, c'est que l'anglais, c'est la langue à apprendre. Ceci dit, l'anglais, si vous faites bien le calcul, on peut faire le tour du monde, juste avec les pays anglophones. Et les accents sont différents en fonction des pays, etc. Et donc, on n'est pas forcément pour l'anglais british avec l'accent britannique. Ça peut être l'anglais australien, ça peut être l'anglais indien ou l'anglais américain. Donc, aborder la diversité, ça commence par là déjà. Et puis, vous verrez tout à l'heure, on commence à développer d'autres langues. Il faut un suivi pédagogique très fort et une formation pour les animateurs parce que ça suffit pas d'être natif d'une langue pour pouvoir animer un groupe d'enfants. Et savoir comment faire pour que ils apprennent à s'exprimer en anglais de façon naturelle et pas juste en apprenant des listes de vocabulaire ou des choses comme ça. Et pareil, animer un groupe d'enfants assez important, quelles activités mettre en place, quelles idées, tout ça. Bon, donc on travaille très fort en équipe pour essayer de faire avancer les choses et de faire que nos prestations soient de qualité. Donc voilà, la moitié des animateurs qui ont le BAFA ou équivalent. Les objectifs, donc stabiliser les postes. Ça, c'est le plus dur pour l'instant. C'est trouver des animateurs qui pérennisent les postes. Et en développant nos activités, plus on en fait sur des créneaux horaires variés, plus on s'approche des postes à temps plein et donc plus ça va intéresser le monde. Quand on annualise le temps de travail, puisqu'on fonctionne en accordéon, sur le temps scolaire, on a peu d'heures finalement. Pendant les vacances, c'est des temps très complets. Donc, en annualisant tout ça, on arrive maintenant à des mi-temps et en fidélisant les animateurs. Donc, quelques chiffres pour finir. Donc, cette année, nous avions 2 sites d'intervention, donc dans 2 villes, la crèche à Trignac et l'école Sainte-Anne à Rezé. On avait une cinquantaine d'enfants, entre 40 et 50 enfants qui suivaient nos activités. On avait une salariée à mi-temps et 3 à temps partiel, plus des animateurs saisonniers. L'année qui commence, nous avons donc été successful. Nous avons eu beaucoup de succès. D'autres écoles en Loire-Atlantique ont demandé le même dispositif. Donc maintenant, nous allons avoir 4 écoles. C'est Trélières, Saint-Sébastien, Rezé on continue, et puis Pornic. Dans la crèche, toujours, on continue. Et puis, Agen. Pourquoi Agen? Parce que je suis originaire de là-bas. Et donc en allant voir mes parents là-bas, tout ça, j'ai fait aussi des démarches sur place. Et la mairie d'Agen finance nos interventions pour 8 écoles, les écoles publiques, en fait, les écoles publiques d'Agen. Mais
pas qu'en anglais, en espagnol et en russe aussi. Donc, notre concept est transférable à n'importe quelle autre langue, et ça y est, ça se développe. Et ici sur Nantes, nous avons la chance d'avoir plusieurs crèches bilingues, anglophones ou germanophones. Et j'ai rencontré une jeune femme qui connaît bien la crèche germanophone et qui me disait que ce serait bien qu'on fasse un partenariat avec la crèche pour développer encore plus les activités qu'ils ont déjà mis en place avec les écoles du secteur de la crèche. Donc, on va essayer, pourquoi pas, l'allemand. D'autant plus que Airbus m'a appelé plusieurs fois pour me demander, alors, et l'allemand, quand est-ce qu'on s'y met, puisque nos salariés en ont besoin. Enfin, les enfants de nos salariés en ont besoin. Voilà, donc on en arrive du coup à une douzaine de salariés cette année, 3-4 à mi-temps et 8 à peu près à temps partiel dans ces différentes langues. Et puis donc plus de 350 enfants en charge qui vont suivre les activités Émilie cette année. Et ça continue de se développer puisque demain j'ai rendez-vous avec les apprentis d'Auteuil qui eux m'ont contacté pour pouvoir faire des ateliers d'anglais avec des enfants qui ont décroché. Et donc, voilà, c'est valable à tout âge. Il n'y a pas besoin d'être super fort ou d'être né à l'étranger pour parler une langue. On peut y arriver, mais il y a beaucoup de clivages et de barrières à faire tomber. Et on essaye de s'y mettre. Voilà, et juste une petite question. Comment vous, Hélène, vous continuez à donner des cours d'anglais à Salvador Allende ou vous êtes totalement engagée maintenant dans Non, je suis passionnée par mon métier d'enseignante à Salvador Allende. Donc, je fais ce travail associatif bénévolement. C'est un travail associatif. Et je continue mes cours à Salvador Allende parce qu'il faut que je sois crédible. Si je veux intégrer un jour le dispositif dans l'éducation nationale, si je veux séduire l'éducation nationale, il faut que je reste à l'éducation nationale. Et voilà, c'est une stratégie. Mais en même temps, j'aime énormément mon métier d'enseignant au collège, donc je ne veux pas le quitter comme ça. Donc, voilà. Et la deuxième question, c'est comment c'est financé ? Ah oui, oui, c'est important. Donc, pour la crèche, c'est Airbus. Pour tout ce qui est périscolaire, extrascolaire, finalement, c'est les parents, de même quand ils inscrivent leurs enfants au centre de loisirs, ils financent en fonction de leurs quotients familiaux. Eh bien, nous, c'est pareil. Et pour les écoles d'Agen, c'est la mairie d'Agen qui finance entièrement les intervenants en langue dans les écoles. Donc, en fait, ça dépend, on s'adapte à là où on est, aux priorités des élus, aux capacités aussi des écoles à accueillir une telle activité. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, n'ayant pas de subvention, pas encore, j'espère que ça va venir, n'ayant pas encore de subvention, on est obligé de boucler, de tenir le budget. On ne peut pas être déficitaire. Donc, les parents payent ce qu'on a calculé vraiment au plus juste pour pouvoir financer les animateurs. Les animateurs, eux, sont rémunérés par contre. Mais là, je suis en négociation avec la CAF. Du fait d'avoir été déclarée à la jeunesse et les sports, maintenant, je peux négocier avec la CAF pour pouvoir mettre en place un système d'échelonnement des tarifs en fonction des quotients familiaux pour que ce soit vraiment accessible à tous. C'est pas juste à ceux qui peuvent payer. Voilà. Pour la crèche, on a une convention avec Airbus. Voilà, c'est Airbus qui finance pour la crèche. Oui. Alors, qui veut intervenir, poser une question ? Paul Champ. Oui, c'est passionnant parce que nous avons tous beaucoup souffert d'avoir mal appris l'anglais. Lorsque nous étions dans des sociétés internationales, nous étions plus souvent ridicules que compétitifs. Ceci étant dit, quels sont les enfants qui ont accès à cette évolution ? C'est ma première question, peut-être j'en poserai une deuxième. Comment font les pays du genre Norvège ou Suède, qui sont très en avance sur les langues, comment ont-ils résolu ce problème d'avoir des gens qui sont... Si vous voulez, je vais donner juste un exemple. J'étais dans les plateformes pétrolières. Lorsqu'on construisait une plateforme pétrolière, le leader, le patron, n'était jamais un Français, parce qu'il n'y en avait aucun qui parlait suffisamment anglais pour le faire. Il se cachait sous la table,
mais ils avaient honte de parler anglais, y compris les grands patrons de Total, etc. Voilà, je suis un peu provocateur. Oui. Alors, les enfants qui ont accès aux activités, quand on est dans une école, alors, à Agen, ce sera tous les enfants des écoles publiques, sauf que ce ne sera pas sur toute l'année, là, puisque c'est les ateliers, le temps des activités périscolaires, voilà, l'étape. Donc, la mairie a organisé ça sous forme de séquence de 8 heures, 8 séances, 8 semaines. Mais nous, on profite de ça, du coup, pour, d'une part, pour développer le poste des animateurs, d'autre part, pour accentuer l'apprentissage des langues. Donc, on se sert de cette introduction gratuite pour les enfants, pour leur donner envie d'aller plus loin en développant les activités de centres de loisirs, etc. à côté. Donc, n'importe quel enfant, de même que n'importe quel enfant peut s'inscrire à un centre de loisirs, sur le même principe, on fonctionne sur le même principe. Et c'est bien pour ça qu'on tient absolument à différents partenariats, notamment avec la CAF, pour que ce soit réellement ouvert à tous et pas juste à ceux qui ont les moyens de payer. Donc on espère vraiment, j'ai rendez-vous avec eux là dans une dizaine de jours, et j'avoue que je suis assez agréablement surprise de l'accueil très positif des administrations, que ce soit la jeunesse et les sports, que ce soit la CAF. La jeunesse et les sports m'ont validé certains, Mélissa, pour le BAFA, et ils m'ont envoyé un mail en disant mais votre projet il est vraiment très intéressant, donc l'administration s'y intéresse, et c'est un concept auquel on n'est pas habitué, parce que justement le concept de plurilinguisme précoce impressionne. On croit que c'est pas possible pour mes enfants, mais ils vont jamais savoir faire ça. Ben si, voilà. Donc financièrement, je continue et encore jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause les démarches pour pouvoir offrir ces activités vraiment à tout le monde. Quant aux pays du nord de l'Europe, ils ont surpassé ce problème de langue, d'une part parce qu'ils commencent très jeunes, dès le plus jeune âge à l'école, à avoir des activités avec leur langue maternelle, mais aussi en anglais, d'une part. Les enseignants sont donc à l'aise en anglais. Ils n'ont pas de problème pour se dire on va jouer à cache-cache et tout ça en anglais, d'accord. Donc de parler de manière naturelle aux enfants et pas juste des phrases grammaticales qu'on aura appris ou une liste de mots, etc. Il faut que ce soit naturel. Donc les enseignants sont déjà plus à l'aise. Et ensuite, il y a un phénomène là-bas à la télé. Il y a plein de dessins animés qui sont d'origine anglophone, mais qui sont pas ils sont sous-titrés mais ils sont pas doublés, donc c'est souvent que les enfants entendent de l'anglais dès le plus jeune âge, donc ça facilite aussi les apprentissages. Donc tout ça ensemble fait que dans ces pays-là ils sont plus à l'aise, mais c'est valable dans les pays du Nord, mais en Inde aussi, mais dans plein de pays comme ça où il y a plusieurs langues officielles, et ça ne leur pose pas de problème de parler plusieurs langues, et ils sont pas en surcharge cognitive comme on pourrait s'imaginer. Voilà. D'autres curieux? Bruno, oui. Oui, bonsoir, Bruno Déhay du Conseil de développement. Bravo pour ce que vous faites, c'est vraiment intéressant, ça a l'air très précurseur. Il y a une chose qu'au début, il a été dit qu'il fallait que l'apprentissage se fasse très jeune, et après, vous avez semblé délayer un peu ce propos en disant, bon, après tout, on peut apprendre à tout âge. Les deux sont vrais. Ah oui. Oui, alors les deux sont vrais, même les chercheurs universitaires disent c'est pas parce qu'on a plus de 8 ans que c'est fichu. Donc moi-même j'ai appris... Heureusement. Heureusement, oui. Moi-même j'ai appris les langues comme tous les enfants, commençant au collège en 6e. Et puis après c'est en allant vivre dans le pays que j'ai réellement eu la tournure et tout ça en anglais ou dans d'autres langues, puisque je parle d'autres langues aussi, mais c'est jamais fichu. Et pourtant, j'étais pas dans un environnement plurilingue, et pourtant, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont bons en langue, contrairement à ce qu'on dit, mais qui n'ont pas eu d'éducation plurilingue précoce. Donc ça reste vrai, et il faut que c'est donc culturel. Il faut que dans sa tête, on soit ouvert au fait que c'est possible.
Il faut arrêter de se dire les langues, c'est pas pour moi. La preuve, on peut être un scientifique ou un technicien dans une entreprise internationale, c'est quand même sacrément handicapant de ne pas pouvoir communiquer avec les autres. Pourtant, notre spécialité de départ, c'est pas la langue, mais la langue est essentielle. Donc voilà, ne pas se décourager, même si on a 40, 50, 60 ans, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense qu'on va faire un atelier au sein du Conseil de développement. Alors par contre, je ne sais pas si on pourra s'asseoir par terre parce qu'on n'a plus la souplesse de... Voilà. Mais ceci dit, scientifiquement c'est prouvé, au niveau neurologique, plus on commence tôt, avec un cerveau très souple et malléable et en pleine formation, mieux c'est. Parce qu'il y a des synapses qui se créent à ce moment-là, parce qu'il y a des stimuli qui permettent aux synapses de se créer, qui se font, qui ne se feront plus après. Après, ça passera par d'autres circuits. C'est donc possible, mais ces circuits directs, on va dire ça comme ça, se créent quand on est petit. Et donc, c'est là que c'est le mieux, ne serait-ce que pour le discernement auditif. Nombre de fois où un Français peut très bien parler l'anglais, avec une grammaire parfaite et tout, mais alors un accent, pourtant il s'exprime extrêmement bien et on le comprend. Ceci dit, il y a des fois, certaines personnes qui n'arriveront pas, ou même j'ai un frère d'origine laotienne, ça fait donc 30 ans qu'il est en France, il a toujours ce petit accent laotien parce qu'il est arrivé en France, il avait déjà 15 ans. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de commencer tôt, pour ces raisons neurologiques, mais aussi pour que le plurilinguisme devienne une part de son identité et culturelle. Ce sera bien beau de faire de l'éveil aux langues, tant que ça ne vient pas une part de soi, ça restera extérieur et donc superficiel. Si on veut que ce soit, que ça devienne réellement part de notre société et que les enfants trouvent ça naturel, il faut que ça commence très tôt. Voilà. Je voulais ajouter aussi concernant Agen, il semble que l'opération est beaucoup plus généralisée dans toutes les écoles, hein, c'est ça? Oui. Alors, des élèves de quel CP ou... Voilà, pour l'instant c'est limité au primaire, mais c'est bien pour ça qu'on va développer à côté les accueils des enfants plus jeunes en maternelle. À Rezé, c'est de 3 ans à 10 ans. À Rezé, j'ai suivi tous les ateliers de préparation de la mise en place des étapes avec la mairie de Rezé. Mais bon, après, c'est ça, quand je dis qu'il faut s'adapter aux contraintes des collectivités et autres, cette réforme a été tellement gigantesque et même financièrement tellement énorme que il fallait faire des choix et des priorités budgétaires. Et Émulie n'étant pas une association de Rezé, puisque c'est pour l'instant localisé chez moi, c'est vrai que ça se justifie qu'il ne nous ait pas demandé d'animer des ateliers dans leurs écoles. Après voilà, on peut pas juger, dire telle mairie, pourquoi ils n'ont pas pris. Non, c'est... je crois qu'on ne peut pas se mettre à la place des élus et il faut prendre en compte les contraintes et des écoles et des élus et des parents. Il faut essayer. Alors il y a les idéaux où on se dit il faut plus de 10 heures par semaine, il faut d'immersion, il faut donc faut que ça empiète sur le temps scolaire et tout ça, tout ça. Ça c'est les idéaux. Et puis après on essaye de faire au mieux avec les contraintes du terrain. Voilà. Oui, vous venez de répondre partiellement là, parce que là, il faut quand même un projet complet sur une collectivité territoriale. Ça veut dire que si on commence dans une crèche, ça veut dire que les enfants après, il faut qu'ils aillent dans une école où il y a le même type d'enseignement qui vient, parce qu'autrement, comme vous l'avez souligné, au bout de quelques semaines, si on ne parle plus la langue, on commence, même si on n'a pas tout oublié, on oublie quand même une partie du vocabulaire. Alors, quel processus, qu'est-ce que vous engagez pour que vis-à-vis des collectivités locales, je dirais, des 3 ans à 20 ans à l'université et au-delà, il y a toujours la même progression, quoi, parce que autrement les enfants risquent d'être en déséquilibre assez fort, oui, avec ceux qui ont appris, et puis ceux qui n'ont pas appris, au contraire, il risque d'y avoir un frein, quoi. Oui. Alors, il y a déjà des choses qui ont été mises en place sur Nantes. En plus, on a de la chance à Nantes, on a plusieurs crèches bilingues. Et c'est vrai que le problème se pose de oui, mais après. Donc, il y a des petites choses qui se mettent en place dans les écoles proches des crèches, mais c'est pas encore suffisant. Mais en même temps, c'est tellement
on bouscule les choses là. Au sein de l'éducation nationale, au sein de l'organisation de tout ce qui est petite enfance, etc. Même les directeurs de crèche ne sont pas forcément convaincus de la faisabilité, du fait que ce soit bien d'avoir les enfants immergés dans plusieurs langues dès le plus jeune âge. Donc c'est un énorme travail de communication et d'éducation de notre société sur le fait que le plurilinguisme n'est pas forcément nocif. Alors je dis pas forcément parce que ça dépend comment c'est fait, que le plurilinguisme c'est possible et pas que pour les enfants d'environnement plurilingue, mais aussi, et que c'est important pour les enfants, même s'ils ne sont pas d'environnement plurilingue, ne serait-ce que pour mieux accepter la différence, mieux comprendre comment l'autre fonctionne, et donc avoir moins de problèmes de ségrégation, au sein d'un groupe d'enfants. Ils peuvent être très cruels entre eux. Mes filles ont eu des réflexions racistes juste parce qu'elles étaient un peu typées. Donc je trouve ça choquant dans une société où on a de plus en plus d'enfants venant de milieux très variés. C'est pas normal. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on est très monolingue, monoculturel, et il n'y a pas suffisamment d'actions faites pour sensibiliser les enfants à la différence, au fait qu'il existe autre chose, d'autres manières de s'exprimer. Nombre de fois où j'entends encore des élèves me dire « Ah, mais ils sont bizarres ces Anglais, ils disent ça comme ça ». J'ai dit « Bah non, les Anglais, ils pensent que nous sommes bizarres parce que nous disons les choses comme ça ». Donc, c'est vraiment apprendre à prendre du recul par rapport à nous, notre culture, et puis voir qu'il n'y a pas que nous qui sommes bien, il y a aussi d'autres autour. Voilà. Est-ce qu'il y a encore, oui, général. Je lisais récemment dans une revue que les élèves qui suivaient les cours dans les écoles d'Iwan, le breton, c'est pas une langue étrangère pour l'instant, ces élèves étaient favorisés ensuite pour apprendre l'anglais très facilement. Alors, est-ce que ça vient du fait que certains mots du vocabulaire ressemblent un peu au sud de l'Angleterre? Pas forcément. Est-ce que c'est un procédé de langage ou quoi? C'est le fait que neurologiquement, on en revient là, ils ont été habitués dès le plus jeune âge de jongler entre deux systèmes. Donc, ils ont déjà eu ce recul par rapport à leur langue maternelle et ils savent déjà que c'est possible de s'exprimer, de communiquer dans une autre langue que le français. Donc les écoles d'Iwan sont très précurseurs et on a tort de ne pas les prendre en compte plus que ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, et comme on dit Madame Locus et la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas une langue plus importante qu'une autre. Le breton est une langue qui n'est pas de français, qui fonctionne différemment, et à ce titre, l'enfant est plurilingue et donc acquiert des compétences linguistiques, mais aussi métalinguistiques, c'est-à-dire le sens de l'analyse, la prise du recul par rapport à sa propre langue maternelle, l'éducation de l'oreille à différentes sonorités, etc. Tout ça, c'est pas purement linguistique. Et pourtant, ça se développe grâce au fait qu'il a été exposé à deux langues différentes. Donc, que ce soit le breton, le chinois, l'arabe, l'anglais ou l'allemand, ça n'a aucune importance. Enfin, ça n'a pas d'importance en termes de compétences neurologiques. Par contre, ça peut avoir une importance sociale. Mais après, ça dépend de où on est. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à là où on est. Prendre en compte les enfants qui sont dans les écoles en fonction de leurs origines et pas leur plaquer telle ou telle langue parce que ça fait bien. Genre le chinois, parce que voilà, alors qu'il n'y a aucun chinois dans l'école, par exemple. Par contre, ça se peut très bien qu'il y ait des enfants roumains dans l'école. Et dans notre collège, on l'a fait. On a fait une plateforme pour que tous les enfants du collège apprennent à se présenter, à dire bonjour dans 9 des 15 langues. Donc, c'était en roumain, en arabe, en portugais, en russe. Et c'est les enfants qui ont fait les enregistrements pour permettre aux autres de s'initier à leur langue maternelle. Et ça a créé une vraie émulation dans le collège parce que quand on leur a présenté le projet, les enfants, ils n'en revenaient pas qu'on leur dise mais c'est riche ce que vous êtes parce que justement vous pouvez nous apprendre. C'était eux les experts là et c'est eux qui pouvaient nous apprendre autre chose. Et on a assorti ça d'un apéritif où les parents avaient amené des plats typiques de chaque pays, etc.
Et ça a vraiment créé quelque chose de très chouette au sein du collège, alors que jusque-là, c'est vrai que souvent les enfants venant d'ailleurs sont confrontés à des difficultés scolaires, forcément. Tout est en français, les instructions, et donc il faut qu'ils apprennent à parler, à lire le français à vitesse grand V, puis en plus lire les instructions pour l'histoire, pour les sciences et autres en français. Alors là, pour une fois, on les valorisait. Ça ne veut pas dire que tout le monde est devenu, s'est mis à parler naturellement toutes les langues, mais ça veut dire qu'il y a eu cet effort d'ouverture et de sensibilisation aux autres cultures. Donc c'est très important. Vous disiez tout de suite que les Français faisaient des complexes parfois dans les réunions internationales vis-à-vis des Anglais. Je crois que les Anglais sont très pédants. Le Français admet de ne pas connaître certains mots anglais, oui. Mais les Anglais n'admettent pas, ils n'amènent pas d'interprète français très souvent. C'est leur langue, oui. La langue internationale, et ça donne des complexes parfois aux Français. Tout à fait. Et les traductions sont très très mauvaises parfois, parmi les Anglais. Oui. Et il y a une étude récente, là, de l'année dernière, qui montrait qu'il y avait plus de gens qui apprennent l'anglais que de locuteurs anglais. Donc voilà. Ouais. Oui, excusez-moi d'insister, mais c'est une passion pour moi. J'en ai tellement souffert que votre action est admirable. J'en suis impressionné. Mais elle ne peut se développer que si l'éducation nationale s'y met. Ce qu'elle, là encore, était défaillante. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'éducation nationale. Mon inspecteur direct d'anglais a écouté mon projet. Il est au courant de mon projet. Je lui envoie des infos régulièrement. Il l'a écouté avec beaucoup d'intérêt. Vraiment, hein, je pense qu'il était sincère. Mais il m'a dit, mais oh là là, ça va prendre du temps. Ah ben, je dis oui, ça j'ai compris. Ça va prendre du temps. Ceci dit, là, il y a les apprentis d'Auteuil qui sont donc associés à l'éducation nationale, qui ont fait appel à nous sur le temps scolaire. Donc, je me dis, petit à petit, on va bien pouvoir arriver à intégrer, mais il va falloir être extrêmement patient. Et moi, je m'emploie à faire un peu la mouche du coche et à les recontacter et en me disant, mais voilà, c'est l'intime conviction, en me disant un jour, il n'y a pas de raison, ça va marcher. Surtout si on est plusieurs acteurs à intervenir dans cette direction-là. C'est-à-dire ça peut être les élus, ça peut être les parents, ça peut être certaines écoles qui commencent à se dire pourquoi là d'ailleurs les écoles publiques de Rezé qui nous disent nous aussi on veut ça. Donc voilà, l'effet boule de neige, je pense que j'y crois et je pense que ça peut avoir lieu sans grande certitude, mais ça peut avoir lieu. J'y crois. Est-ce qu'une des difficultés, ça va pas être de trouver les enseignants, si je puis dire, je prends un terme générique, les animateurs, qui vont permettre aussi de solidifier la méthode et je veux dire avec des critères de qualité. Par exemple, à Agen, des animateurs russes, capables de le faire en russe ou en espagnol. Est-ce que c'est facile à trouver? Est-ce que c'est pas une des difficultés Oui, ce sera une des difficultés. Ça sera une des difficultés, c'est sûr. Mais d'où l'intérêt de ne pas laisser l'éducation nationale toute seule dans son coin, parce que c'est infaisable, mais d'avoir... de même que pour l'étape, là, ils font appel à des intervenants extérieurs, donc... ou alors... rassurer les parents aussi qui sont d'origine autre que francophone et les investir dans les faire intervenir dans l'école en termes affectifs chez les tout petits, c'est important. Donc ou alors éduquer les parents aussi en leur disant mais si vous pouvez le faire, raconter des histoires à vos enfants, jouer avec vos enfants dans votre langue maternelle. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'agir pour pouvoir compenser ce problème de compétences chez les enseignants. C'est ce que je disais tout à l'heure, les enseignants, ils peuvent pas être la solution pour tout. Il faut qu'il y ait des partenariats entre différents acteurs, que ce soit des associations, parce que des associations en langue, il y en a plein. Ici à Nantes, il y en a plein aussi. Encore tout à l'heure, je parlais à une maman
de Trélière, qui est d'origine marocaine et qui, elle me dit, elle fait partie d'une association et elle donne des cours à des enfants parce que justement, ils trouvent regrettable que les enfants marocains ne continuent pas à parler l'arabe. J'ai aussi des contacts avec une association russe. Donc des associations, il y en a plein, mais voilà, il faudrait essayer que chacun se mette en contact les uns avec les autres, que l'éducation nationale accepte les partenaires, les intervenants extérieurs. C'est pas toujours évident non plus. Voilà, c'est facile à dire, hein, mais je pense qu'on peut compenser le manque de plurilinguisme dans l'éducation nationale. Bonjour, je vais me présenter, Flore Dalluin, enseignante en maternelle, pouvant enseigner dans plusieurs langues, directrice d'école maternelle aussi depuis plusieurs années. Effectivement, on a un souci. La réponse, parce que j'ai fait exactement les mêmes demandes de l'intérieur, voilà, je ne vous connaissais pas. Ouais. Et ma réponse est ne commencez à rien. Ma réponse officielle, puisqu'il n'y aura pas de suivi derrière. Oui. Voilà, bon, ça ne m'empêche pas d'en faire. Mais effectivement, c'est un travail très très long. Ça fait plusieurs années. Voilà, c'est long, ouais. Voilà. Et il se passe des choses. Il y a des collègues qui sont isolés. Et par exemple, moi, j'ai découvert récemment Émilie, enfin, rien que l'intitulé, puis après, je suis allée chercher. Je pense qu'il y a un manque de réseau. Voilà. Énorme. Oui. Oui, et ça ne peut fonctionner que pas une question, oui, juste oui, tout à fait. Et ça ne peut fonctionner que par réseau. Et c'est comme ça qu'on a progressé. C'est parce qu'on avait des membres qui avaient des compétences variées et qui ont pu permettre d'étendre notre réseau propre. Et ensuite, voilà, un réseau animateur, enseignant. Mais en plus, il y a plein d'enseignants, plus qu'on ne croit, qui sont très compétents en langue, mais c'est juste qu'ils n'osent pas, ou ils ne sont pas valorisés, ou... Je pense déjà que si on gérait, je vais pas critiquer, mais si on gérait mieux les ressources humaines au sein de l'éducation nationale, je pense qu'on trouverait des enseignants tout à fait capables de développer quelque chose au sein d'une école ou au sein de plusieurs écoles. C'est bon, mais c'est un travail de conviction. Faut vraiment insister pour que quelque chose démarre. Oui, vous avez répondu partiellement à la question que je voulais poser, c'était l'enseignement. Alors moi, je vais faire part un peu de mon expérience, que ça soit pour les écoles d'Iwan ou ce que je vous ai lu tout à l'heure là sur la Polynésie. Ça s'est passé aussi en Irlande, enfin la République d'Irlande, c'est que plus un pays prend du retard sur une politique plurilinguiste, plus après il a des problèmes de ressources en enseignant ou en animateur compétent. La Polynésie, là, actuellement, malgré les lois françaises, comme d'ailleurs la Nouvelle-Zélande, hein, ça a commencé en 1984, s'aperçoit qu'on ne rattrape pas le retard. Parce que l'enseignant, le problème, c'est pas qu'il puisse animer dans sa langue. Le problème, c'est qu'il ait une qualification d'enseignement, de transmission de la culture. Donc c'est quand même un métier, ou animateur en disant peut-être moins de compétences. Et là on a donc concrètement pour donc Diwan, ça fait combien de temps maintenant, 74 je crois, 75. Donc nous on a toujours ce problème de retard de la formation des enseignants par rapport à la demande, alors qu'on est je sais plus combien, on est 5000 actuellement. Enfin vous aurez le mois prochain Visson Norway. Donc on est 5000, c'est-à-dire qu'on arrive, c'est petit, hein, enfin je veux dire le nombre d'élèves dans le réseau, c'est petit, on n'arrive pas depuis 20 ans à articuler la formation et on manque d'enseignants. Donc il y a maintenant des cours qui sont faits par exemple en anglais ou en arabe, puisqu'on maintient l'immersion linguistique. Et en Polynésie, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire en Nouvelle-Zélande, il y a l'étude qui vient de sortir, donc si ça vous intéresse, il y a 17 000 Maoris, enfin un peu plus de 17 000, qui attendent les enseignants pour rentrer dans la filière immersion bilingue Maori anglaise. Je me permettais de
Oui, de rappeler que quand même les différents problèmes, ça sera peut-être l'objet de nos conclusions, puisqu'on est plutôt sur l'enseignement précoce, c'est qu'il y a une urgence, il y a ce que vous avez cité, les âges, pour faire simple, ça se passe avant 1 an, ça se passe avant 3 ans, ça se passe après 6 ans, à chaque fois on perd des compétences, hein, même pour la pratique musicale, c'est-à-dire on a surtout une réduction de notre capacité, d'autant que moi je suis sourd, donc ça m'a... Bon, sinon ce que je voulais dire, c'est qu'il est important de bien, peut-être avec le travail qu'on va faire, donc à la fin de ces séquences, de bien mettre l'enjeu de l'enseignement précoce, quelle que soit la langue. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, moi j'ai cité surtout, c'est celui qui m'a formé, c'est Rache, donc avec Madame Feuillet, Petit et compagnie. Toute langue, dès qu'il y a une communauté, c'est le rapport affectif à la langue, c'est-à-dire qu'un francophone peut se mettre à apprendre le turc, le marocain, l'arabe dialectal marocain, etc., dès lors qu'il y a ce rapport effectif, c'est-à-dire ses copains, des commerçants, des voisins qui travaillent. Donc le problème, c'est vraiment essayer sur un territoire de vérifier quelles sont les possibilités de se servir de toutes les ressources. Sachant que je me permettrai de faire le bémol que vous avez dit, je pense qu'il faut former les gens qui ont envie et pas forcément penser que les ressources existent. Parce que moi j'ai eu un cas avec... quand on a créé Diwan, on était au Sillon de Bretagne. Et il y avait en même temps, la même salle servait, Diwan, on était en crèche, hein, on va dire, et en maternelle, et après on nettoyait à 4 heures, et après c'était l'enseignement des jeunes Marocains. Hein, aussi. Or, il y avait le problème de la formation d'enseignants marocains qui vivaient en France. À l'époque, c'était des jeunes Marocains qui venaient du Maroc et qui n'avaient pas forcément la formation aussi de pouvoir, comme nous d'ailleurs, faut le reconnaître, enfin je veux dire nous à Diwan, un très jeune enfant maternel, c'est pas un jeune écolier, quoi. Il y a quand même des compétences complètement différentes. Ouais. Moi, je peux ajouter un témoignage qui commence à dater un petit peu, mais à une époque, j'allais chercher des entreprises japonaises pour les implanter dans la région. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, avec quelques résultats, puisqu'il y a quelques entreprises, et certaines sont toujours là. Je pense à la plus grosse d'entre elles, c'est Canon, qui est implantée à Liffré. Et à l'époque, les Japonais qui sortaient pour venir investir, enfin c'était un mouvement assez nouveau, envoyaient des cadres avec leurs familles pour mettre en place les procédés de fabrication japonais, le juste à temps qui était leur grande innovation et qu'on a ensuite copié en quelque sorte. Hein. Et donc il y avait pas mal de familles japonaises qui arrivaient sur la région de Rennes. Et comme j'étais leur interlocuteur, ils m'ont fait part de leurs craintes. C'est-à-dire que leurs enfants, le japonais est une langue très difficile. Le chinois, le japonais, avec en plus des écritures particulières, bien sûr. Et ils m'expliquaient que pour eux, c'était fondamental que leurs enfants ne perdent pas leur langue et continuent, même si possible, à progresser parce qu'ils allaient rentrer un jour au Japon et qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants soient handicapés en reprenant les cours dans les écoles japonaises. Donc j'ai créé à l'époque quelque chose qui était un peu finalement sur ce mode-là, une école japonaise à Rennes qui fonctionnait le mercredi dans une école primaire de la ville de Rennes. Et les enseignants étaient les mamans. Alors dans les mamans, il y avait d'ailleurs des vraies enseignantes. Et les petits japonais ont pu continuer à apprendre leur langue et la calligraphie, puisque calligraphie c'est aussi quelque chose qui est fondamental pour eux. Et là, on est bien dans la langue et la culture. Hein. Voilà, il y a d'autres questions? Oui, je suis peut-être
pour terminer, puisqu'on a commencé à dire du mal de l'éducation nationale, donc on peut continuer. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a effectivement, il y a effectivement beaucoup de ressources au sein de l'éducation nationale. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont demandeurs. Enfin, Madame qui est directrice d'une école maternelle en est la preuve. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi chez vos collègues enseignants aussi des résistances venant des enseignants eux-mêmes moi, il m'est arrivé d'entendre quelquefois un certain nombre de gens qui, au nom d'une forme d'orthodoxie pédagogique, ont parfois un discours un peu condescendant sur tout ça, en disant oui, mais de toute façon, quand je les récupérerai en 6e ou 5e, je ne verrai pas la différence avec les autres, etc. Et ce discours un peu orthodoxe, il vient aussi d'une résistance peut-être de la part aussi de certains de vos collègues. Oh, il y a toujours, oui, des récalcitrants, mais là, au départ, je n'osais même pas trop parler du projet Émuli parce que c'était en dehors de l'éducation nationale à mes collègues dans le collège. Et puis finalement, ça s'est fait connaître. Et du coup, il y a des collègues même qui ne sont pas de profs de langue qui trouvent ça intéressant et qui disent mais nous, on peut participer aussi et tout ça. Donc je pense que c'est en faisant petit à petit, doucement, on va pas essayer de faire que d'un seul coup toutes les écoles où tous les enseignants adhèrent, parce qu'il y aura toujours des gens pour freiner. Et c'est bien qu'il y ait des gens pour freiner, ça permet de vraiment être sûr de soi, de réfléchir, est-ce qu'on fait bien les bonnes choses comme il faut, et puis de trouver des arguments pour les convaincre et des trucs comme ça. Donc c'est formateur aussi. Et puis c'est en faisant, mais très progressivement, que petit à petit on va faire nos preuves et petit à petit on va réussir à en convaincre. Alors je pense qu'on ne convaincra jamais tout le monde, c'est pas possible, enfin je crois pas, mais au moins on essaye d'avancer et voilà. Et ce genre de réunion, j'ai déjà rencontré d'autres gens aux autres réunions avec qui on a commencé à établir à parler de projets possibles pour développer ce concept d'apprentissage précoce des langues. On rencontre d'autres enseignants et on échange, et c'est en créant le réseau que petit à petit on va réussir à développer, très modestement au départ certes, mais je fais pas ça par ambition personnelle en fait, donc ça m'est égal que ça mette des années. L'essentiel c'est que je sente que ça avance et qu'en plus il y ait de plus en plus de gens qui accrochent quoi. Donc voilà. En avoir, faut se donner comme objectif de racheter l'éducation nationale. Oui, bien sûr. Henri. Oui. Au début de votre propos, vous avez dit, si j'ai bien retenu et compris, que dans l'apprentissage, l'oral doit primer l'écrit. Et puis Philippe vient de nous donner un exemple où l'écrit est très important. Oui, alors l'écrit a toujours une importance. Je dis pas qu'il faut négliger l'écrit. Je dis dans l'ordre des choses, pour apprendre une langue, un petit, il commence quand il est à la maternelle ou quand il est bébé, il commence par l'oral. On est d'accord? Et ensuite, à la maternelle, il arrive, ou même un peu plus jeune, quand les parents lisent des histoires, c'est déjà un début d'apprentissage de l'écrit. Parce que quand on lit une histoire, c'est pas forcément la manière naturelle de parler, c'est déjà plus mise en forme avec des phrases et des choses comme ça. Donc c'est déjà une première approche de l'écrit quand on lit les histoires. Quand on joue à des jeux et puis qu'on enrichit du coup le vocabulaire de l'enfant, c'est autant d'acquis pour ensuite l'apprentissage de l'écrit. Et ensuite, l'écrit s'apprendra naturellement. Là, je le vois avec les enfants en maternelle, en grande section. Ils sont en plein dans comprendre comment ça marche le fait qu'une consonne et une voyelle ensemble, ça fait un son, et puis les choses comme ça, c'est dur pour eux. Donc, on va pas s'appesantir là-dessus. Par contre, en CP, CE1, ils commencent déjà pas mal à écrire, et c'est assez... de manière assez douce qu'on aborde l'écrit. Il voit que les mots s'écrivent pas de la même manière, puis que les lettres se prononcent pas de la même manière, mais ça se fait. Puis voilà, il se pose pas de questions. Ah ben en anglais c'est comme ça, et voilà, et c'est comme ça qu'on apprend petit à petit. Et une fois que l'oral, et qu'on arrive à communiquer, qu'on arrive à se comprendre, une fois que l'oral est acquis, alors oui, l'étude de la syntaxe, la théorie, comme en français, il y a besoin de cours en CE1, CE2, on commence à apprendre certaines règles de grammaire et des choses comme ça. Une fois qu'on a appris à déchiffrer, on apprend le fonctionnement de la langue. Mais d'abord, on est passé par toutes ces années
crèche et maternelle et autres, où d'abord on apprend à parler, à communiquer, à s'exprimer sur différents sujets, découverte du monde, parler du temps qu'il fait ou autre. Dans les temps de parole qu'on fait en classe de maternelle, eh bien ça fait partie de l'apprentissage de la langue, et c'est ça, maîtriser, qui fait qu'après on arrivera à mieux aborder l'écrit. Si on commence à complexifier les choses en disant, voyons, pour dire telle chose, tu dois mettre un verbe, un sujet, un complément. Déjà, le concept de verbe, sujet, complément, c'est pas simple. Et là, si on commence par la grammaire, l'enfant, il va se décourager très vite. D'ailleurs, nous aussi. Quand on veut apprendre une langue et si on commence par la grammaire, on se dit, oh là là, compliqué. Du coup, on n'essaye même plus d'apprendre parce que ça nous rebute. Alors, et c'est comme ça qu'on se fait des représentations du type telle langue est compliquée. Ça doit être un peu comme la musique. Oui, comme la musique. Apprendre le solfège d'abord, c'est pas le plus sympathique. Et voilà, apprendre à faire des sons d'abord, c'est mieux, et puis petit à petit, on apprend le solfège. Ouais. Ghislaine, pardon. Oui, tout d'abord, je voulais souligner votre démarche, parce que je trouve que c'est assez remarquable d'avoir des idéaux aussi importants et d'avoir la capacité de développer des démarches aussi pratiques, pragmatiques et qui prend en compte les réalités de terrain. Et donc je trouve que c'est enthousiasmant de voir votre manière d'avancer sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, une des barrières, on va dire, pour développer ce genre d'action, vous avez parlé tout à l'heure d'apprentissage naturel. Et il me semble que dans l'éducation nationale, tous les mouvements qui prônent un petit peu l'apprentissage naturel ont un peu du mal quand même à s'ancrer. Et donc j'imagine que c'est un peu la même chose pour le plurilinguisme, parce que tant que effectivement la plupart des enseignants ou de l'institution ne comprendra pas que l'apprentissage naturel peut être un levier, au contraire, pour des apprentissages futurs, et que ça se joue sur des compétences neuronales et pas que sur des compétences langagières en fait derrière. En tout cas en nombre de mots, etc. Oui, effectivement, je partage le constat sur qu'il y a encore du chemin à faire, quoi, en fait. Oui. Mais en même temps, tout l'intérêt d'intervenir sur le périscolaire, sur le centre de loisirs, et de montrer et de donner à voir ce que ça donne. Alors, j'avais juste une question. Moi, c'est une réticence que je pourrais, en tout cas une remarque qu'on pourrait me faire si jamais j'étais amenée à défendre le plurilinguisme. Le constat qui est fait, c'est que quand les enfants entrent déjà en maternelle, ils ont un nombre de mots de vocabulaire en français très différent d'un enfant à l'autre, et qu'en fonction du nombre de mots qu'ils connaissent, eh bien, ça préfigure déjà leur capacité en fait d'adaptation au système scolaire, etc. Donc, est-ce que je crois que vous nous l'avez dit un petit peu, mais j'aimerais bien que vous me le confirmiez, quand on apprend comme ça plusieurs langues à la fois dès tout petit, est-ce que le nombre de mots qu'on apprend finalement est divisé par 2 parce qu'il faut plus de place pour apprendre les 2 langues, ou est-ce que au contraire, très naturellement, les enfants finalement, au lieu d'apprendre un mot, en apprennent 2 et développent comme ça leur vocabulaire Alors, il ne faut pas, surtout à cet âge-là, quand ils sont tout petits, il ne faut pas voir ce qui se construit dans la tête, c'est la fonction du langage. Ça prend une partie du cerveau, et c'est cette fonction-là qui se construit. Il ne faut pas le concevoir comme une langue qui s'empile sur une autre. C'est une seule et même fonction. C'est la fonction du langage. Ça devient différentes langues avec différents systèmes quand on commence à apprendre plus tard. Mais si on commence très tôt, c'est cette même fonction qui se développe. Donc la partie sous l'eau de l'iceberg, c'est cette plus grosse partie, c'est ça qui se développe. Après, ça prend différentes formes visibles. Ça peut être une langue ou plusieurs langues. Mais ces formes visibles sont finalement que des toutes petites parties par rapport à ce qui est en train de se fabriquer dans le cerveau. Et c'est pas des choses qui... ça prend pas plus de place dans le cerveau de parler plusieurs langues que de parler une langue. Ça prend la même place. C'est juste que ça a une configuration
un peu différentes. Alors, ceci dit, il ne faut pas non plus d'angélisme. C'est vrai que ça peut arriver pour des enfants de prendre un peu plus de temps que d'autres pour se manifester dans une langue ou dans une autre, parce que tout le monde ne se développe pas de la même manière, et même quand on est monolingue, vous l'avez dit vous-même. Donc, ça dépend après de... Un enfant qui va, on dit souvent, hein, un enfant qui se développe bien en motricité, il apprend à parler un peu plus tard, et puis inversement, un enfant qui apprend très vite les mots, des fois, il est un peu maladroit au niveau motricité. Bon, bah, c'est le même principe pour les langues. Parfois, ça se développera pas tout à fait de la même manière, mais les compétences métalinguistiques qui se développent grâce au plurilinguisme, elles sont réelles et lui serviront plus tard, ne serait-ce que par le sens de l'analyse qu'il peut avoir, la discrimination auditive et les choses comme ça. Donc, c'est vrai que si on fait des tests, des interros sur le nombre de mots, on peut être négativement surpris. Mais voilà, mais c'est l'intérêt de s'approcher de l'apprentissage naturel d'une langue, c'est que on lui laisse le temps. On se dit pas à tel âge tu dois avoir acquis tel nombre de mots et puis tu dois savoir dire ça, ça, ça. Il faut lui laisser le temps et ne pas mettre la pression, parce que l'apprentissage d'une langue, quand c'est pas totalement naturel, c'est-à-dire que malgré tout, beaucoup des enfants évoluent dans un milieu monolingue. Quand c'est pas totalement naturel, il faut que affectivement, on disait tout à l'heure, il faut qu'affectivement l'enfant se sente pas stressé. Il faut pas lui mettre la pression sur oh, mon Dieu, voilà. Donc il faut y aller tranquillement. C'est pour ça que je me dis que finalement on n'a pas commencé directement par l'école, mais c'est peut-être pas plus mal, en commençant par les jeux et les choses comme ça, pour que l'enfant se dise déjà, enfin il se dit pas parce qu'il analyse pas comme ça, mais se sent à l'aise avec le fait qu'il y ait des gens qui parlent différentes langues et que ça le rebute pas pour communiquer avec ces gens. Ça, c'est déjà une première étape. Et puis après c'est le rôle des enseignants d'avoir ce suivi des enfants pour le mettre en confiance, pour lui permettre d'évoluer. Mais ça, c'est le métier d'enseignant qui fait que même quand on est en milieu monolingue, déjà, on a du boulot. Donc voilà, ça change pas le métier de l'enseignant finalement. Et ça n'handicapera pas l'enfant pour les autres apprentissages après. Il évoluera juste de manière légèrement différente. Je vais compléter ce que vous avez dit. Donc moi je viens du réseau Diwan, donc je vous propose d'aller voir l'école Diwan si ce n'est déjà fait. Et puis on peut souligner le problème de l'immersion que vous avez d'ailleurs soulevé indirectement en disant que l'idéal ce serait un nombre d'heures dans l'immersion, dans le bain linguistique. L'immersion, le choix de Diwan d'ailleurs, c'est pas un choix breton, hein, c'est venu du Canada, de Québec et des travaux aussi en Israël à l'époque. C'est-à-dire c'est l'immersion. Israël parce qu'ils avaient une immigration très forte pour apprendre l'hébreu, voilà. Et les Québécois parce que ça a été les premiers dès les années 70 à mettre en place ce qu'on a fait après pour la Polynésie ou pour les langues régionales, c'est-à-dire de redonner de la valeur aux langues très minoritaires, entre autres, c'était les Inuits. Donc l'immersion en France, on a maintenant des résultats en Bretagne, en Alsace et au Pays Basque, puisqu'elles sont presque similaires, l'alsacien jouant quelquefois avec l'allemand. Hein. Quand un enfant rentre en maternelle, donc à Diwan, c'est vrai que si on lui fait un test comparatif, il ne va pas avoir le même stock de mots, les mêmes expressions. Mais après, on a des stocks en C2, et puis on voit les résultats donc au collège, au lycée, c'est-à-dire au bout de plusieurs années, au contraire, il y a un enrichissement du vocabulaire, puisqu'il va capter, il va être curieux. Donc c'est vraiment la méthode immersion. Donc tout à l'heure on parlait de l'urgence d'avoir une politique, c'est aussi le choix de la méthode. C'est-à-dire il ne faut pas que la langue, comme vous avez dit à un moment donné, ça soit une matière où on va faire 2 heures d'anglais ou 3 heures d'allemand et puis on n'intègre pas la culture. Et je reviendrai, j'en profite, donc voilà la méthode de l'immersion, d'où son importance, c'est-à-dire d'arriver à un stock minimum d'heures pour que l'enfant
passe naturellement d'une situation monolingue, je parle surtout pour les Français, à une situation bilingue ou 3 langues. Et je reviendrai sur l'écrit, qui est très important, où on l'a souligné avec la culture, c'est que c'est très important de jouer avec la culture, pas simplement la langue. Donc le rapport affectif avec une communauté étrangère, c'est la langue, le récit, la fiction. C'est-à-dire avant l'écrit, c'est très important les contes. C'est-à-dire nous, on s'aperçoit dans les langues régionales, même pour le Poitou-Vin par exemple, en Vendée, c'est très important que l'enfant intègre la langue qu'il peut découvrir avec une pratique culturelle aussi de civilisation. D'où l'importance des contes, avant l'écrit, de l'enfant qui s'exprime ou qui va chanter. On s'est aperçu qu'il y avait... moi, j'ai une toute petite histoire à raconter. Dans les années, je crois que c'était 78-79, j'ai fait un film qui s'appelait Le Sabot, avec une production qui est passée à la télé. Et on a tourné en Côte d'Armor. Donc à l'époque, il y avait, je crois même pas une école dans les Côtes d'Armor, c'est pas grave. Donc c'était l'histoire du sabot, c'est-à-dire le fait que les enfants qui parlaient breton à l'école étaient punis. Donc c'était un court-métrage et les enfants, donc c'était un court-métrage avec répétition, ça tournait quand même deux mois le tournage. Et on s'est aperçu que les enfants qui sortaient pas des premières écoles d'Iwan, qui avaient 5 ans, 6 ans, ceux qui étaient venus simplement pour découvrir la langue sont arrivés presque au même niveau. Alors là, ils étaient obligés d'être en immersion. On avait fait ce choix-là, d'être en immersion du matin jusqu'au soir, comme vous faites en centre de loisirs, pour les répétitions, pour les commandements, etc. Il n'y avait que les commandements les prises de vue qui étaient en français, mais tout le reste se passait puisque les enfants devaient parler entre eux. Donc comme on avait, je crois que 13 enfants et dans la moitié, il y en avait un tiers qui parlait pas breton, c'était très important qu'ils intègrent le peu qu'ils avaient à dire. Entre autres, un môme qui est maintenant, donc Eric, qui à l'époque commençait le breton, donc il parlait très mal. Donc il y avait toute une répétition avec les 17 mots. Tous sont presque sortis au bout de 2 mois, hein, avec des enfants, donc ils avaient 5 ans, ils avaient 1 an déjà d'école maternelle d'Iwan en immersion. En 2 mois, les enfants qui savaient ce que c'était le breton, qui avaient entendu sont presque devenus au niveau du même stock pour parler entre eux. Donc c'est très très rapide vraiment, mais l'importance, je reviens là-dessus, c'est l'immersion et le contact avec fiction, chanson, jeu, entre eux. Avec il y avait un prof qui était là pour éviter les erreurs d'expression grammaticales. Ok, est-ce qu'il y a encore une question rentrée ou qui veut sortir? Non, il n'y en a pas. Très bien, bah écoutez, moi je crois qu'on peut à nouveau applaudir Hélène parce que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. On sent que c'est la conviction qui l'anime, et elle fait ça bénévolement, comme vous avez compris, en plus de son métier, et avec un développement finalement assez rapide. Donc je pense que d'ailleurs ça posera probablement, à un moment il y aura des choix à faire probablement, mais en tout cas bravo, et puis j'espère que Émuli va continuer à se développer, puisque moi je suis rentré dans Émuli pour racheter l'éducation nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc voilà. Non, le mot de la fin, c'est vraiment, voilà, si on pouvait garder contact, les gens qui sont là, parce que c'est ça qui va marcher, c'est le réseau. Si j'avais été toute seule, je n'aurais absolument pas réussi à faire quoi que ce soit. Ça a commencé avec les personnes convaincues au départ, et plus ça va, plus le réseau grandit. Et je pense que c'est le seul moyen d'y arriver, c'est vraiment ça, développer le réseau de gens convaincus. Voilà, avant de partir, simplement, je vais vous rappeler, mais Alain Grand-Guillot en a dit un mot. On a une séance le 15 octobre. Et c'est monsieur Visan Rouet, directeur du pôle études de l'Office public de la langue bretonne, qui viendra faire un état des lieux de l'enseignement bilingue, donc pas seulement français-breton, l'enseignement bilingue en France et en Europe. Donc ça sera une séance différente, on ne sera pas dans la pratique, mais dans une observation autour de cette question de l'enseignement bilingue. Voilà, merci à tous, bon retour, à bientôt.